Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, Léa. Bonjour. Bonjour. Merci pour ce temps avec moi. Yeah, Merci. plaisir. Quand je pense aux gens qui ne te connaissent pas et à qui je parle de toi, je pense que ce qui me toucherait, c'est qu'ils en sachent un peu plus sur toi en tant que la saga que tu es. Pas que déjà la femme que tu es, oui, mais la saga que tu es. Donc si cette interview pourrait permettre aux gens de te rencontrer, ce serait un grand honneur pour moi. Voilà. Donc ma première question, c'était qu'est-ce qui t'a amené à faire cette passerelle entre la thérapie, quelque chose de plus classique, de plus social, je dirais, à ce passage que tu as fait il y a un certain nombre d'années vers une toute autre manière de transmettre aux humains. Yeah. Alors la passerelle, pour que je puisse t'évoquer la passerelle, en fait, je vais t'évoquer le fait que moi, je n'ai pas un parcours classique par rapport à ce qui est socialement le parcours des humains. La plupart du temps, les personnes, elles commencent à faire leurs études et puis après, elles vont vers la spiritualité. Donc en fait, le social les accompagne, donc les personnes font des études, elles vont dans le social, et puis à un moment, dans le cours de leur existence, la spiritualité s'éveille à eux. Et moi, c'est tout le contraire. Moi, j'ai commencé par la spiritualité, comme je le disais dans une vidéo, vers 11 ans, 12 ans, j'avais déjà des aspirations spirituelles. En fait, quand j'allais dans la nature, je crois que j'avais 12-13 ans, je communiquais avec les corbeaux, par exemple. Je communiquais avec les arbres. J'avais le sentiment d'être reliée à la terre et parfois réellement d'être en communion avec elle. Donc ça, c'est 12-13 ans quand même. Hein. Oui, c'est tôt. Donc c'est voilà, c'est de bonheur, on va dire. C'est de bonheur. Et donc en fait, j'étais habitée par tout cela. Et quand je me retrouvais à l'école, donc au lycée, comme tout le monde, en fait, j'avais des mémoires liées, je pense, à mes incarnations de yogini ou de yogi. Et donc, en fait, j'avais une manière de m'exprimer quand on était au sport, à dire à mes chers camarades, mais attends, respire comme ça et tu verras, tu vas y arriver. Détends ton corps et tu vas courir mieux, tu verras, ça sera moins difficile. Voilà, j'avais une mère qui était très diététique, donc avec cette notion du soin corporel, qui était aussi très soigneuse dans son espace de féminité. Voilà. Donc en fait, j'ai démarré, je dirais d'une certaine manière, où tout ça m'habitait, mais je ne conscientisais pas que c'était des mémoires, je ne conscientisais pas que tout ça me mettait hors d'un monde social. Et puis j'ai eu des mémoires, des chants qui me sont venus amérindiens. Je crois que j'avais 15-16 ans et je dessinais des mandalas toute la nuit en ayant des chants amérindiens qui me revenaient. Voilà. Donc c'était très particulier mon enfance. Et puis contrairement, c'est rarement que je l'évoque, mais contrairement à la plupart des humains, moi, je n'ai pas vécu avec mes parents donc une vie classique où t'as papa, maman à la maison. Voilà, j'ai vécu autrement dans d'autres situations. Ce qui fait que l'aspect social n'est pas incarné à l'intérieur de moi d'une manière traditionnelle et ordinaire. Voilà. Et je pense que ceci commence à être important parce que j'en parle jamais, je le dis jamais. J'en parle un peu dans le livre que je suis en train de finir d'écrire, Mettre l'ego au service de la conscience, où en fait j'évoque le fait de ce socle
qui est reconnue comme la plupart du temps psychiquement. C'est-à-dire quelle est la tradition que nous vivons chacun familialement, socialement. Mais moi, la difficulté, c'est que j'avais la rencontre sociale de ne pas être avec mon père et ma mère traditionnellement, mais j'avais aussi ce bagage. Donc en fait, à 18 ans, je suis partie au monastère. Après, je suis restée 2 ans et demi. Après, j'ai voyagé un peu dans 2 ashrams qui m'ont aussi marquée. Et puis, quand je suis revenue, qu'est-ce que je faisais de moi, puisque c'est mon maître qui m'a demandé de ne pas rester au monastère, en me disant que je devais aller dans le monde. Donc, tu vois, c'est encore différent. C'est pas moi qui me suis dit à un moment, j'en ai marre d'être au monastère. Pour moi, j'y étais pour la fin de mon existence, et c'était ça que je voulais depuis l'âge de 16 ans quand même. Voilà. Donc en fait, j'ai été repropulsée dans le monde social avec une induction interne qui était ma petite chérie d'amour, ton spirituel c'est très bien, mais tu as tellement de bagages que maintenant tu vas devoir l'offrir au monde. Donc en fait, ça donne une autre lecture face à soi-même et face au monde. Et je suis contente que tu me poses cette question, parce que moi-même, vois-tu, je peux pas en parler comme ça, parce que je trouve que c'est trop égotique et presque c'est narcissique. Et quand nous sommes sur un chemin spirituel, le narcissisme et l'égotisme, ça se joue différemment à un moment. Voilà ce que je peux te dire. Donc je suis revenue, et donc tu vois 18, 19, 20, 21, donc j'avais entre 21 et 22 ans. Donc j'avais arrêté mes études à 18 ans. Voilà. Donc quoi faire, tu vois, voilà. Mais j'avais ce bagage d'être professeur de yoga, puisque j'avais suivi un swami. Donc j'ai donné des cours de yoga. Et c'était passionnant. Voilà. Et là, la vie m'a emmenée dans les cours de yoga à voir que mon énergie guérissait. Voilà. Donc je manipulais les personnes, si je puis dire ça comme ça. Et là, je me suis dit, faut que je me forme, quoi. Voilà. Donc, j'ai été me former. Et puis, c'était pas encore suffisant. Parce que, en fait, j'étais tout le temps en porte-à-faux. C'est-à-dire, ce que j'apprenais me semblait toujours petit par rapport à ce que je percevais. C'est-à-dire que, en fait, j'avais l'impression qu'on m'apprenait des techniques et que tout ce qu'on m'apprenait, ça n'allait pas. J'avais l'impression que c'était des formes, mais c'était pas le fond. Voilà. Donc j'ai accompagné, j'ai ouvert un centre, j'ai donné des cours de yoga, j'ai suivi une formation pour les rêves. Donc j'ai fait des stages pour les accompagnements des rêves avec le yoga. J'ai accompagné au niveau énergétique. Et puis il y a un moment où je voyais que la nature humaine, dans son âme, en fait, elle souffrait. Et là, chère Léa, j'ai été très, très touchée. Mais vraiment, tu vois, encore maintenant, je me souviens de ces plusieurs fois où j'ai été touchée par le fait que les personnes prenaient des cours de yoga, et après, je restais avec quelques-unes qui traînaient dans la salle d'attente, qui parlaient avec moi. Et là, je voyais la souffrance humaine. Et en fait, ça me faisait un contraste par rapport à moi, qui n'avait pas vécu d'une manière traditionnelle, comme je te dis. Et je voyais qu'eux souffraient par rapport à leurs parents, par rapport à leur vie, par rapport à leurs conditions. Et moi, je percevais que je souffrais pas du tout de la même manière. Ce qui me faisait souffrir, c'est quand je lisais le journal et je voyais des guerres. Ce qui me faisait souffrir, c'est quand je voyais quelqu'un dans la rue qui mendiait. Ce qui me faisait souffrir, c'est quand je voyais une mère qui tapait son enfant et qui était trop fatiguée pour le comprendre.
Ce qui me faisait souffrir, c'est quand je voyais des couples qui se disputaient. Voilà. Mais personnellement, je ne me sentais pas en souffrance. Voilà. Donc j'ai été interpellée par rapport à ça. Et en fait, dans mon parcours, à un moment, j'ai atterri en Belgique. Et c'est là où j'ai fait un centre de yoga. Et dans ce parcours, toi, je suis encore émue, j'ai rencontré un cercle, en fait, de méditants qui méditaient par rapport à Mère et Sri Aurobindo. Et ça a été, tu vois, j'en ai encore des frissons, ça a été très, très marquant pour moi. Parce que en fait, j'ai commencé à méditer dans ce qu'on appelle la mémoire des cellules. Et en fait, ça a réveillé en moi tout un espace très, très particulier. D'abord, ça a réveillé des espaces qui étaient autres que les perceptions que j'avais, c'est-à-dire les défunts. Quand j'arrivais dans une pièce, je sentais si quelqu'un était malade. J'étais dans la rue, je percevais si quelqu'un avait une difficulté corporelle. Je me sentais télépathe, voilà. Enfin, mais là, c'était très différent. Là, j'ai eu le sentiment de toucher mon âme. Voilà. Et en fait, j'ai été confrontée à ma douleur d'être incarnée et à mon âme. Voilà. Et j'ai jamais raconté ça, jamais. Donc c'est touchant de te le partager. Parce que en fait, ça a commencé à titiller mon incarnation. Ça a commencé à mettre des contrastes entre ce que je vivais dans ces méditations qui étaient réellement des plans de conscience. Je commençais à sentir des espaces cellulaires. Je commençais et je pense que c'est là où s'est ouvert pour moi le fait d'accompagner dans l'empreinte. Voilà. Et puis j'ai suivi aussi un swami qui faisait la psychologie des chakras. Et en fait, lors de ces méditations, tout ce que j'avais acquis ici dans cette incarnation, toutes ces initiations que j'avais reçues, tous ces accompagnements, en fait, ça a fait comme une sorte de résonance, de caisse de résonance, qui m'a en fait planté, je dirais, dans une sorte de décor où j'ai commencé à voir la trame de la vie. C'est à partir de là que tout a commencé. J'ai commencé à regarder les humains qui venaient me voir comme un thème astrologique, comme une lecture de leur existence. Et de ce fait, j'avais l'écho de la mienne. Et j'avais l'écho de la propre souffrance de mon incarnation. Mais ça a commencé là. À ce moment-là. Voilà. Parce qu'avant, le sentiment que je vivais sur un plan de conscience, et j'ai compris pourquoi mon maître m'avait demandé de retourner dans le monde et pourquoi il m'avait dit tu dois apprendre le monde. Tu as assez de bagages spirituellement. Et les chamans que j'ai rencontrés m'ont toujours dit aussi, tu as assez de bagages au niveau chamanique. C'est pas ça que tu dois pas réapprendre tout. Mon swami en yoga, c'est la même chose. Tu es une yogini, tu n'as pas besoin. Donc ça me frustrait terriblement. Hein. Je veux dire, j'étais très très contrariée de tout ça, parce que je me sentais disciple et donc j'étais pas d'accord, hein, pas du tout. J'étais voilà. Mais là, j'ai commencé en fait à avoir des remontées de souffrance et des remontées comme dans mon parcours. J'avais des états de transe et là j'ai commencé à avoir des états de transe. Donc parallèlement que je faisais cette méditation au niveau cellulaire, je donnais des cours de yoga, j'avais un centre, je faisais des stages et moi je me retrouvais en pleine nuit dans des états émotionnels de souffrance qui me rappelaient en fait mon adolescence que j'avais totalement oubliée. Ah oui, d'accord. Mais totalement. Il y a une période de mon adolescence où je me souviens que je souffrais, mais je souffrais pas pour moi. Je souffrais pour le monde. Et là, j'ai commencé à souffrir pour moi. Voilà. Et je ne comprenais rien du tout de ce que je vivais. Parce que je ne pouvais pas reprocher à mon père, à ma mère, à ma famille,
En fait, j'avais de la souffrance pour de la souffrance. Voilà. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à être accompagnée encore par une personne très, très particulière qui m'a réaccompagnée en ermitage. Et là, je dois dire que j'ai passé des quarts d'heure tout à fait sympathiques qui sont réellement la profondeur de qui j'étais. Voilà. Et j'ai vécu plusieurs ermitages avec cet être qui m'accompagnait. Et j'ai le sentiment que j'ai touché là la nature, ma nature humaine. Et à partir de là, je me suis dit, eh bien, il faut que je me fasse accompagner. Voilà. Donc, j'ai été accompagnée spirituellement par cet être. Je faisais les méditations cellulaires avec des groupes de personnes philosophes, scientifiques. Enfin, moi, j'étais la petite petite de rien du tout là-dedans. Appréciée, choyée. Donc, être c'est les chéris qui filment, Oui. n'est-ce pas, qui se réajustent, voilà. Voilà. Et donc j'étais en même temps choyée par le spirituel et par cet être qui m'accompagnait, qui était un homme. Et qui lui avait une expérience au niveau des mémoires cellulaires assez incroyable. Et c'était un père spirituel, donc j'ai eu mon maître et j'ai eu un autre être qui était mon père spirituel. Et parallèlement, c'est une période très riche, hein, parallèlement, j'étais aussi accompagnée en astrologie par aussi un monsieur absolument incroyable. Donc c'était une période fulgurante dans l'explosion de mon être. Et donc, ce qui est intéressant, quand tu me poses la question, comment j'ai trouvé la passerelle, bien, comme moi, j'avais vécu toutes ces dimensions en même temps. Alors que la plupart du temps, ce que je vois, c'est que les personnes vivent, par exemple, elles font de la psychothérapie. Et puis parallèlement, elles font soit du yoga, soit voilà, ou elles vont dans un ashram ou un monastère et là, elles font du yoga ou du tai chi ou voilà, et quelques enseignements. Sauf que là, si tu vois un peu la dimension dans laquelle mon karmique m'a emmené, ça veut dire que j'étais là, j'avais aucune impasse en fait. Ouais. Tout se parlait en même temps. Et j'étais tout à fait dans cette capacité, donc j'ai été accompagnée. J'ai trouvé une psychologue tout à fait classique, absolument merveilleuse, qui a vraiment été merveilleuse. Parce qu'elle n'est pas allée avec moi dans la psy classique en fait. Elle m'a énormément fait parler de ma spiritualité. D'accord. Oui, c'est pas classique. C'est pas classique. Mais c'était tout à fait classique. Je m'assois en face d'elle. Elle voulait pas m'allonger. Et elle me faisait parler de ma spiritualité. Et elle l'associait à ce que je vivais dans mes états de transe, de souffrance. Et en fait, un jour, elle m'a dit, après quelques mois, peu, hein, en fait, j'ai dû rester 3-4 mois, hein, pas plus que ça, mais j'y allais la voir toutes les semaines. Et puis parfois, je suis allée 2 fois dans la semaine. Et à un moment, elle m'a dit, maintenant, je ne peux pas vous accompagner plus loin que ça. Vous avez l'âme d'une thérapeute et vous devez devenir thérapeute. Tu vois, Et moi, je comprenais rien à l'époque. Hein. Un thérapeute, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Oui, surtout avec tout le chemin, tout le bagage spirituel que tu avais. Pour moi, je devais être une prof de yoga, masser les humains, enfin aller dans le subtil, l'énergétique, enfin voilà. Et donc, j'ai fait un tour dans mes rencontres. Et là, bingo, je suis retournée à Paris. Et là, j'ai suivi de la psychothérapie.
Et j'ai suivi de la psychothérapie, du rebirth, du cri primal, enfin, voilà. Qui est on y va quoi, hein. Je veux dire, on crie, on pleure, on tourne dans les arcanes de nous-mêmes, tout ce qui est vraiment les profondeurs psychotiques quoi, hein, de nous, voilà. Et donc j'ai fait un parcours comme ça en psychothérapie. Et puis j'ai fait une formation, j'en ai même fait 2, donc j'ai fait 8 ans de formation. Donc un côté plus thérapeutique, gestaltiste, voilà. Et puis après le côté plus classique au Québec. Là, ça, c'était fort. Et il y a un moment où ça n'a plus collé. Ça ne collait plus. Parce que, en fait, j'accompagnais, et mes pères étaient encore là. Mes formateurs. Et puis mes formateurs ont pris leur retraite. Et là, ça n'allait plus. La dimension que proposait la psychothérapie ne faisait plus écho pour moi. Alors j'ai commencé à explorer différemment. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai confronté en fait certaines personnes, je pense, dans la psychothérapie. Et donc j'ai eu le retour de ma confrontation, évidemment, puisque en fait j'étais psychothérapeute, mais j'étais aussi cet être spirituel. Donc en fait j'accompagnais réellement différemment la vérité. C'est ce que j'allais te demander. Oui. Voilà, la vérité c'est que j'accompagnais tout à fait différemment. Alors j'ai eu des expériences comme ça d'accompagnement et de personnes que j'ai envoyées parce que je leur plaisais comme psychothérapeute, donc j'avais un écho de t'es une super, voilà, et j'avais un écho d'être virtuose dans voilà. Mais je crois pas que j'étais virtuose en tant que psychothérapeute. Je pense que j'étais virtuose dans mon bagage que j'avais auparavant et qui s'est associé à ma lecture de l'être de l'âme. Tu vois, de l'être à l'âme. Et mon fils est né. Pas mon fils est né, mais mon fils. Mon fils est arrivé dans ce monde avec un chromosome en plus. Et là, en fait, lui, il a tout bougé. Parce que pendant 5 ans avant sa naissance, j'ai eu un écho de sa présence. Et en fait, toute cette période, je savais pas trop quoi faire de toutes ces capacités que j'avais. Mais je les exprimais, mais sans le nommer, sans le dire. Je voyais les mémoires akashiques des personnes sans le dire. Je les accompagnais. Je les accompagnais énergétiquement sans le dire. Je leur faisais faire dans les stages certaines expériences, mais sans le nommer. Voilà. Et puis Sajonas, mon fils Sajonas est né. Et là, ça a été un immense tournant. Et puis la confrontation, je pense que j'ai provoquée d'une certaine manière, ou que l'orchestration a provoqué, m'a remis dans les rails en disant « Qu'est-ce que tu fais, ma chérie ? Est-ce que tu continues à ne pas nommer ou est-ce que tu dois nommer ?» Et en fait, il s'est avéré que, en tant que psychothérapeute, ce que je voyais, c'est que les personnes exploraient énormément leur ego. Et moi, j'ai eu cette expérience du monastère, l'expérience du spirituel. Qu'est-ce qu'on fait de l'ego dans la spiritualité? C'est ça que j'ai vu. C'est qu'en fait, on donnait une dignité à l'ego, à l'égotisme, d'une manière presque inconsciente, si je puis dire ça. Et que, en fait, j'ai vu des personnes que j'accompagnais aller faire des démarches et elles revenaient et je voyais un égotisme et un ego monumental. Et ce sont des personnes qui faisaient un chemin spirituel. Et j'ai vu des personnes venir vers moi qui avaient 20 ans, 30 ans de cheminement spirituel et qui, en fait, dans les bases de ce que moi j'avais appris, de tout ce que je te nomme, dans cette souffrance que je te nommais tout à l'heure, à un moment, mon égotisme a été cogné et je faisais vraiment la différence entre mon identitaire et l'aspect égotique. Donc, tu vois,
qu'est-ce qui est identitaire au niveau psychique et qu'est-ce qui est égotique. Et tout ça, tu le sais, dans Mettre l'ego au service de la conscience, c'est une élaboration subtile, fine. Alors j'ai commencé à explorer ceci avec les personnes que j'accompagnais. Et à un moment, j'ai décidé que c'était suffisant, que je n'étais plus psychothérapeute. Parce que c'était trop dissonant. Et tu parlais tout à l'heure de saga. Donc en fait, la saga, c'est une reconnaissance chez les Kogis d'une femme médecine, d'une sage, d'une femme qui sait relier les pôles masculin-féminin. Et en fait, tout ça ressortait quand j'accompagnais. Alors je me sentais, tu vois, aux prises avec des limites que je me mettais moi-même, parce qu'en fait, je faisais partie d'une réalité qui n'était plus la mienne, mais d'une réalité qui a besoin d'exister pour certaines personnes. Alors, j'ai commencé à accompagner tout à fait autrement, en mettant toute la voie psychique de côté. Et donc, j'avais les personnes que j'accompagnais anciennement et les nouvelles personnes que j'accompagnais avec cette orientation de mettre l'ego au service de la conscience, avec aussi la lecture de l'akasha, donc des mémoires, avec la lecture aussi des empreintes cellulaires, des empreintes émotionnelles, corporelles. Et alors, ce que je me suis aperçue, c'est que la même personne, là où j'avais eu besoin de 5-6 ans, j'avais besoin de 2 ans. Alors, vois-tu, ça me marquait. Et donc, à partir de là, j'ai décidé que j'allais accompagner, donc avec la mémoire de tout ce que je viens de te partager. Et donc, à partir de ce moment-là, je n'ai pas mis mes pairs de côté en tant que psychothérapeute, parce que la souffrance humaine, elle fait partie de l'incarnation. Elle fait partie de ce que l'égotisme a à comprendre. Mais il y a d'autres dimensions que ce qui est nommé la plupart du temps. L'ego, on le voit souvent dans le jeu, le moi, et tu le sais, moi je le vois autrement. Oui. Moi je le désigne autrement. Et mettre l'ego au service de la conscience, c'est vraiment il y a 300 pages d'écrits quand même dans les formations. Donc c'est vraiment un contenu qui est en effet un nouveau regard, une nouvelle manière d'accompagner. Et surtout, je trouve une nouvelle dignité de l'être humain qui peut en fait se considérer dans sa voie égotique, mais aussi dans sa voie de conscience en tant qu'incarnation d'être qui vient pour le futur et pas seulement pour le présent. Et le futur en psychothérapie, c'est ta vie que tu vas mener jusqu'à ta mort. Et moi, le futur, c'est qu'est-ce que tu prépares déjà pour tes prochaines incarnations, ça, tes prochaines vies. Tes prochaines vies. Qu'est-ce que, au niveau de ton énergie, tu dois nettoyer et pas emmener. Qu'est-ce que ton regard au niveau de tes centres énergétiques, pas seulement éveiller tous tes chakras, mais comment eux vont se posent dans tout ce que je t'ai nommé tout à l'heure. Parce qu'en fait, c'est ça qui s'est posé pour moi. C'est-à-dire que tu m'entends rarement parler de chakras. Non, oui, très rarement. Oui. C'est rare. Je parle de plexus. Oui. De temps en temps, je dis, oh, ton ajna, là, voilà. Oui. Mais en fait, tout cela se manie ensemble. Tout cela devient à un moment une capacité de lecture sur l'être. Tu vois ? Et cette passerelle, comment expliquer cela aujourd'hui ? Tu vois, comment dire je fais cela ou je fais cela ou je fais cela. Quand cette multidimensionnelle s'est associée en moi, c'est devenu comme une expérience du vivant. Tu vois, quand je te vois, si je me mets dans une condition cellulaire, alors je te vois d'une certaine manière. Comment traduire ça ? Je ne peux pas le traduire. Si je me mets dans mon cœur,
d'humaine, alors je te vois encore différemment. Et là, tu as d'autres dimensions. T'es plus cher, si tu veux, tu vois. Ouais. Si je me mets dans la voie de la Shakti, qui est cette voie qui m'habite dans cette union masculin-féminin, eh ben, je te vois encore autrement. Et tout cela, un jour, c'est associé à l'intérieur de moi. Et quand tu parlais de saga, je crois que ça occupe la saga que je suis aujourd'hui. Voilà. Donc, dans l'accompagnement, quand une personne a besoin, je fais très peu de... Je fais ce que je connais, 8 ans d'accompagnement et 8 ans de formation dans la psyché. Donc, ça me sert pour, en fait, être dans un principe de réalité. Et ça me permet d'ouvrir ce nouveau paradigme qu'aujourd'hui, nous avons besoin chacun. Voilà. Et ça, tu vois, c'est une dimension extraordinaire. Et toi qui me connais, comme tu dis, tu vois bien quand les personnes arrivent, même des personnes qui ont, on a vu ça au stage dernier, des personnes qui ont fait de la psychothérapie, qui ont fait du spirituel, eh bien en fait, à un moment, elles sont décalées. Parce que dissocier la psyché de tout ce que je viens de te nommer, ça nécessite une connaissance. Et c'est en fait le mérite que j'ai dans cette incarnation, c'est que je m'amuse à jongler. Voilà ma passerelle, vois-tu. Voilà. C'est merveilleux. Merci à tous ceux et celles qui vont nous écouter. Ouais. Hein, voilà. Merci Léa, en tout cas. Merci.